Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 plus graves erreurs que j'ai relevées sur les montages amateurs faits sur Premiere Pro. Connaître ces erreurs vous permettra de savoir ce qu'il ne faut pas faire en montage et ainsi de pouvoir vous professionnaliser. C'est parti. Mauvais format de séquence. Une des erreurs fréquentes de débutants est de ne pas du tout faire attention au format de la séquence dans laquelle il va glisser ses rushs. Si vous avez tourné en HD, vous devez paramétrer votre séquence en HD et non pas en 4K comme le font souvent certaines personnes. En fait, en glissant un rush HD dans une séquence 4K, il va se produire ce que l'on appelle un upscaling. L'upscaling, c'est tout simplement le logiciel qui va zoomer vos images pour qu'elles remplissent pleinement le format. Ici, sur le 4K, comme c'est un format qui est plus large, plus grand que la HD, et bien en fait il va zoomer dans votre rush HD, ce qui va produire une perte de qualité. A contrario, il n'y a aucun problème à déposer un rush 4K dans une séquence HD, il va se produire ce qu'on appelle un downscaling. Premiere Pro va en fait cette fois-ci dézoomer votre rush 4K pour l'adapter au format de la HD. Vous ne perdrez aucune qualité. L'erreur se fait souvent lors de l'exportation. Quand vous faites vos exports, ne réglez pas un export en 4K alors que vous venez de monter dans une séquence HD. De même, si vous avez monté des rushs 4K dans une séquence HD, n'exportez pas en 4K car il y aura là encore un upscaling même si vous avez utilisé des plans 4K. En procédant de la sorte, Premiere Pro pixelisera vos rushs 4K. Choisissez bien le bon format de séquence. Gardez en tête que vous devez garder une certaine homogénéité dans ces trois éléments: rush, séquence et export. Deuxième erreur sur Premiere Pro, mauvaise cadence d'image. Une autre erreur assez fréquente est de monter et d'exporter dans la mauvaise cadence d'image. Peu importe les capacités de votre caméra, si elle filme à 50, 100 images secondes, etc. Retenez bien qu'en France, on monte et on exporte et on diffuse à 25 images par seconde. La seule exception est le cinéma qui est lui cadencé à 24 images par seconde. En ayant cette donnée en tête assez simple à retenir au final, assurez-vous de toujours régler votre séquence avec la bonne fréquence d'image. On ne monte pas par exemple dans une séquence à 100 images secondes pour exporter ensuite à 25 images par seconde, cela n'a aucun sens. Vous devez paramétrer votre séquence dès le départ à la bonne cadence dès que vous commencez le montage. Mis à part pour le cinéma, vos exports doivent être cadencés à 25 images par seconde, ce qui correspond au système PAL. Aux États-Unis par exemple et dans d'autres pays, on parle de NTSC, celui-ci est cadencé à 30 images par seconde. Petit conseil aussi, lors de vos montages, évitez de mixer plusieurs cadences d'image, sauf si vous faites par exemple du ralenti. Si vous tournez, je vous prends un exemple, un plan multicam, donc avec deux caméras, il y en a une qui filme à 24 images par seconde, l'autre à 30, ça va être impossible à synchroniser. Assurez-vous d'avoir une homogénéité là aussi au niveau de vos caméras sur vos tournages. Privilégiez là encore le 25 images par seconde. Si vous voulez utiliser votre smartphone par exemple pour faire un multicam avec un DSLR, mettez votre smartphone sur 25 images par seconde quand cela est possible. Troisième erreur, ralentir au pif. La grande majorité des débutants ne comprend pas le lien entre images par seconde et ralenti. C'est en fait très simple. Pour avoir un ralenti propre et professionnel, vous devez avoir le nombre d'images par seconde nécessaire. En étant sur une séquence à 25 images par seconde, pour ralentir un plan à 50% de sa vitesse, vous devez avoir tout simplement 50 images par seconde. La grande erreur des débutants que je relève régulièrement est de ne pas du tout faire attention à la cadence image du rush avant de ralentir. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart appliquent un ralenti sans savoir s'ils peuvent vraiment ralentir ce plan. Je prends l'exemple d'un plan à 25 images par seconde, un débutant va mettre un ralenti de 50% et le rush va être tout saccadé. Cela donne généralement des ralentis très saccadés qui peuvent totalement ruiner un montage et ça le rend très amateur. Il existe des alternatives sur Premiere Pro comme le flux optique qui est une option que vous pouvez activer lorsque vous faites des ralentis, mais ça ne va pas marcher dans toutes les situations. La plupart du temps, vous allez obtenir des aberrations dans l'image, des espèces de déformations, ça ne va pas faire pro du tout. Assurez-vous tout simplement d'avoir la bonne cadence image de vos rushs pour appliquer vos ralentis et vous n'aurez pas de problème en montage. Dans ma formation École des vidéastes, je vous ai créé un tableau récap des ralentis possibles à appliquer en fonction des cas avec une formule qui vous fera gagner un temps considérable pour trouver le pourcentage de ralentis à appliquer. Quatrième erreur sur Premiere Pro, ajuster à la taille de l'image au lieu de définir. Il existe une option sur Premiere Pro qui prête beaucoup à confusion. Personnellement, je me suis pas mal trompé avec cette option et je pense que c'est votre cas également. Lorsque vous glissez un rush dans une séquence qui est soit trop grand, soit trop petit par rapport au format, vous avez alors la possibilité sur Premiere Pro de l'ajuster en 2 clics. En faisant un clic droit sur un rush, vous avez alors deux méthodes: ajuster à la taille de l'image ou définir sur la taille de l'image. Ces deux modes ont longtemps fait débat sur Premiere Pro, à tel point qu'un parfait débutant ne va absolument pas voir la différence et surtout ne pas comprendre la subtilité qui s'y cache. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous travaillez sur une séquence HD car 90% de vos plans sont dans cette définition. Vous avez besoin d'ajouter quelques plans tournés en 4K qui sont donc plus grands que ceux en HD.
Vous les glissez alors sur la timeline et étant plus grand en dimension, le plan est zoomé. Vous êtes confronté à deux choix, ajuster ou définir. En choisissant ajuster, Premiere adaptera automatiquement le rush à la bonne taille pour qu'il épouse parfaitement les dimensions de la HD. Problème, en allant dans les options d'effet de ce rush, l'échelle est toujours à 100. Vous ne pouvez donc pas avoir de repère sur la marge de zoom possible de votre plan 4K. En choisissant définir, Premiere adaptera également la taille, mais la différence est que cette fois-ci, l'échelle de l'élément s'est adaptée. Le rush est alors dézoomé à 50 et vous avez ainsi un repère de zoom sur votre plan. Vous savez maintenant que vous pouvez zoomer jusqu'à 100 dans votre rush 4K sans perdre de qualité. Avec l'autre méthode, vous n'avez plus aucun repère pour zoomer dans votre rush 4K. Cinquième erreur, exporter avec les paramètres par défaut. Lorsque l'on débute, on n'a généralement pas envie de se prendre la tête avec les exports. Le premier réflexe est de se dire que c'est trop compliqué, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça et que les options déjà toutes faites feront très bien le job sur Premiere. En faisant comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez ruiner votre vidéo et ne pas exploiter pleinement votre qualité d'image. Je vous déconseille les paramètres par défaut comme le YouTube, Vimeo et autres presets. Vous devez absolument être formé sur les notions de débit, de compression et de format pour savoir comment correctement exporter sur Premiere Pro. Ça ne sert à rien d'aller regarder 10 000 vidéos YouTube pour savoir la meilleure méthode, il faut tout simplement vous former pour comprendre ce que vous faites à chaque étape clé des paramètres d'exportation. Sans rentrer dans les détails, la chose la plus importante à retenir est que plus votre séquence est grande, plus vous aurez besoin de débit pour votre export. Une séquence en 4K aura besoin d'un plus gros débit et donc d'une plus grosse taille de fichier pour être exportée avec la meilleure qualité. Sixième erreur, déplacer des plans sans faire attention aux bords noirs. Sur Premiere Pro, il est assez intuitif de déplacer ou recadrer des plans. Par contre, il est également très facile de se tromper en faisant ces manipulations. La plus grande erreur que je relève à ce niveau-là est de ne pas faire attention au bord de l'image. Cela donne alors des bords noirs dans l'image lorsque la personne n'a pas fait attention à son cadre. Assurez-vous de cliquer sur Trajectoire pour afficher les repères bleus sur Premiere Pro afin de voir où se trouve votre image. Idem pour l'utilisation des bandes noires, lorsque vous recadrez vos prises, cliquez là aussi sur Trajectoire afin d'avoir un repère et de ne pas fausser votre ratio d'image. On peut se dire que ça ne va pas se voir, mais croyez-moi, cela se remarque et fait la différence entre un monteur pro et un monteur amateur qui n'est pas du tout perfectionniste. Septième erreur, créer des textes hors zone de sécu. Lorsque vous ajoutez des textes sur Premiere Pro, faites bien attention de respecter les zones de sécurité. Ces zones sont utilisées en guise de repère pour vous assurer une bonne lisibilité de votre montage sur tous les types de téléviseurs. Beaucoup de débutants placent un peu leur texte au hasard, sans se douter que le résultat ne sera pas recevable. Une des premières choses que l'on apprend lorsqu'on est embauché en tant que monteur pour une chaîne de télévision est de respecter les zones de sécurité pour toutes les éditions de texte. C'est très important parce que le jour de la diffusion, vous allez avoir de gros problèmes si jamais vous n'avez pas respecté ces zones. Sans faire attention à ces limites, les textes se retrouveront croppés lors de diffusion sur certaines télés. Huitième erreur, étalonner à la va-vite en plaçant une lutte. L'étalonnage est une étape clé de la post-production qui consiste à uniformiser les plans les uns avec les autres et aussi de donner un look créatif à votre montage. On peut éventuellement utiliser des luttes qui sont classées, elles, en deux catégories. D'un côté, vous avez les luttes de conversion qui permettent tout simplement de passer un rush d'un espace colorimétrique vers un autre, comme par exemple passer du S-Log 3 de Sony vers le Rec 709. Et de l'autre côté, vous avez les luttes créatives qui, elles, sont plus popularisées, qui vous permettent d'apporter un look créatif à votre image. En général, les débutants utilisent uniquement des luttes créatives en pensant que ça fera l'affaire pour l'étalonnage. L'erreur la plus fréquente à ce stade-là est de prendre une lutte, de l'appliquer sur l'intégralité de la séquence et penser que ça fera l'affaire. Placer une lutte ne vous donnera jamais un rendu professionnel, peu importe le budget que vous avez mis dans cette dernière. Une lutte se travaille lors de l'étalonnage, vous devez uniformiser les plans les uns avec les autres pour que ça soit pro. Contentez-vous dans un premier temps d'utiliser les outils intégrés de Premiere Pro sur Couleur Lumétrie pour étalonner vos plans correctement les uns avec les autres. C'est ce qui rendra votre montage professionnel. Vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter ou d'utiliser des luttes pour avoir un rendu professionnel. Neuvième erreur sur Premiere Pro, mettre trop de transitions, effets et templates. Avec un abonnement en illimité sur un site comme Envato, vous avez accès à des millions de templates, d'effets, de transitions, etc. Une des erreurs classiques de débutants est de vouloir en faire beaucoup trop en téléchargeant énormément de transitions, de templates, d'effets en pensant que de mettre tous ces effets ensemble, ça rendra la vidéo beaucoup plus pro. La plupart des monteurs ne se rendent pas compte qu'en fait, les effets et les transitions les plus efficaces, ce sont les effets que vous créez vous-même en tournage. Pas besoin d'acheter un pack de templates avec des effets qui vont dans tous les sens, avec plein d'effets de lumière, etc. Le plus simple, ce sont les cuts et les fondus enchaînés. Rien qu'avec ces deux effets, entre guillemets, vous pouvez faire vraiment de tout et rendre votre montage très professionnel. Si vous faites bien attention à la majorité des films que vous voyez au cinéma ou à la télé, il n'y a pas ces effets-là que vous trouvez sur des sites comme Envato, etc. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire trop.
Pensez plutôt en amont de votre tournage au raccord que vous allez utiliser pour vos différentes séquences, vos différentes prises. Cela rendra votre montage beaucoup plus pro plutôt que de mettre des transitions ou des effets qui vont faire la plupart du temps vraiment cheap. Mieux vaut un bon cut intelligemment placé plutôt qu'une transition Envato redondante et inutile. 10e erreur, exporter en H264 puis importer dans ce format. Le format le plus utilisé pour la vidéo web est le H264. Ce format a l'avantage de bien compresser la vidéo tout en conservant une bonne qualité d'image. Il en résulte un fichier pas trop lourd avec une bonne qualité d'image tout en prenant pas trop de place sur l'ordinateur. Ce que la grande majorité des débutants ignorent, c'est que ce n'est absolument pas un format de travail. Le H264 va faire subir à votre montage une compression assez importante tout de même et je vous déconseille de le réutiliser pour retravailler votre montage ou votre étalonnage. Sauf quand évidemment vous n'avez pas le choix et que vous avez supprimé les rushs de votre montage. Utilisez le H264 uniquement pour votre export final, pour l'uploader par exemple sur YouTube ou alors pour votre fichier client ou éventuellement pour l'utiliser en tant que proxy, c'est-à-dire des fichiers qui pèsent moins lourd pour pouvoir travailler plus rapidement sur un ordinateur un peu plus lent. Pour pouvoir exporter votre montage dans la meilleure qualité possible pour pouvoir ensuite le retravailler soit sur un logiciel de montage, un logiciel d'effets spéciaux ou alors un logiciel d'étalonnage, choisissez le format Apple ProRes 4444, 422 HQ ou encore le QuickTime Animation. Ces codecs vous permettront de générer un export avec une qualité optimale pour retravailler votre vidéo. À titre informatif, lorsque j'ai travaillé pour TF1 pour une émission best-of pour la Star Academy, la production m'avait demandé d'exporter en Apple ProRes 4444 afin de conserver la qualité dans tout le workflow de post-production. Pour mes vidéos YouTube, j'ai l'habitude de travailler le montage sur Premiere Pro puis l'étalonnage sur DaVinci, ensuite je retourne sur Premiere Pro. Pour ce workflow, j'utilise le Apple ProRes 422 HQ pour conserver la qualité. Vous connaissez à présent les 10 plus grosses erreurs que j'ai relevées chez les débutants qui utilisent Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez progresser rapidement en montage vidéo, tournage ou effets spéciaux, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, tout récemment ajouté au catalogue. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 700 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.